Axel Tixon, bonjour. Vous êtes historien belge et francophone et avec un autre historien belge et flamand, vous venez de publier l'histoire de la Belgique pour les nuls. Et ça tombe bien parce que la Belgique préside actuellement l'Union européenne et elle traverse une crise politique aussi interminable qu'incompréhensible. Cela fait 6 mois que francophones et flamands essayent de former un gouvernement. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des frites. Un symbole un peu simpliste, je le reconnais, de la Belgique, mais finalement un plat de frites, est-ce que ce n'est pas la seule chose qui rassemble encore francophones et flamands ? Peut-être, c'est peut-être aussi pour cela qu'on ne l'a pas gardé dans les symboles que nous avons choisis comme ceux significatifs pour la Belgique. Vous avez retenu parmi les symboles la bière, le chocolat, La bière et le chocolat. On trouvait que c'était des produits qui avaient non seulement une histoire, la frite, pas vraiment d'histoire, et c'est difficile de raconter des choses sur la frite. Et en plus, ce qu'on aimait bien dans le chocolat et la bière, c'était ces aspects de diversité sur l'ensemble du territoire actuellement belge. Parce que c'est un peu ça. Aujourd'hui, oui, si on veut, la Belgique ressemble un peu à un paquet de frites, mais dans le sens où c'est très différent, très difficile à comprendre dans son homogénéité. Alors, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, francophones et flamands, ça colle plus ensemble ? Est-ce que vous, qui êtes historien, en regardant le passé, vous vous dites ça devait arriver ? Disons que c'est un territoire sur lequel les dissensions internes ne sont pas rares. C'est pas un hasard dans l'histoire, au contraire. Aujourd'hui, la Belgique, c'est un lieu de bataille. C'est un lieu de bataille, à la fois sur le plan des influences extérieures, mais aussi à l'intérieur. Il y a eu beaucoup de clivages, et le clivage linguistique, qui est maintenant plutôt communautaire, c'est véritablement amplifié dans la seconde moitié du XXe siècle, et les petites solutions ne semblent plus suffisantes aujourd'hui. Mais la Belgique, elle a formé une vraie nation, j'allais dire une nation sans problème communautaire. 1830, par exemple, quand la Belgique naît, est-ce qu'il n'y a pas de problème entre flamands et francophones ? Alors, bon, on ne peut pas parler de Flandre, on ne peut pas parler de Wallonie en 1830. Ce sont des réalités qui vont apparaître au fur et à mesure. Il y a des problèmes entre catholiques et libéraux, des problèmes avec des classes populaires qui ne parviennent pas à avoir accès au système politique. Mais la question flamande, la question linguistique n'apparaît pas à ce moment-là. Alors, Axel Tixon, je vous arrête parce que, vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent ici, et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. D'accord. Bonjour, je m'appelle Jean Quatremer, je suis le correspondant du journal Libération auprès de l'Union européenne, mais aussi auprès de la Belgique par la force des choses, puisque depuis 20 ans, on voit le pays qui petit à petit s'évapore. Alors la question que j'ai à vous poser est la suivante. De moins en moins, on a l'impression que flamands et francophones sont capables de négocier ensemble, de trouver des points d'accord, ce qui est un peu logique parce que au fil des réformes de l'État, on détricote de plus en plus l'État fédéral et on en est actuellement au cœur de la souveraineté belge, enfin du moins ce qu'il en reste. Et je me demande si pour sauver ce qui reste de la Belgique, il ne serait pas nécessaire de faire appel à un médiateur international, un peu comme les Serbes, les Kosovars, les Macédoniens ont fait, faire appel à un regard extérieur pour tenter de ramener flamands et francophones à la raison, quelqu'un qui soit neutre, qui ne soit pas engagé d'une façon ou d'une autre dans le conflit communautaire. Donc ça exclut évidemment un francophone, ça exclut évidemment un néerlandophone. Donc pourquoi pas, par exemple, un Finlandais qui mettrait les choses à plat, les problèmes à plat, et qui tenterait d'apporter une solution à ce déchirement belge qui n'en finit plus. Réponse ? Eh bien, ce ne serait pas la première fois, en tout cas, puisque c'est vrai que vous évoquiez 1830 tout à l'heure. La naissance de la Belgique, elle le doit tant à des aspects internes qu'à l'engagement extérieur des grandes puissances européennes à cette époque qui se sont mis autour de la table et qui ont reconnu l'indépendance de la Belgique. Et c'est vrai qu'on voit bien aujourd'hui aussi à quel point le cas belge, dans la problématique entre région et nation, peut être important pour l'Europe de demain et pour certains États européens qui sont aussi aux prises avec des problèmes régionaux. Donc c'est vrai qu'on comprend à quel point l'Europe est intéressée par le cas belge. Maintenant, pour comprendre la Belgique, il faut avoir les pieds dedans, je dirais, et les Belges sauront s'en tirer. Ils ont cette habitude-là.
Vous êtes historien francophone, vous avez écrit le livre avec un historien flamand. Vous vous êtes disputé parfois ? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, sur de l'histoire, c'est relativement simple de s'entendre. C'est sur les problèmes de mémoire, de symboles, où là c'est quand même plus compliqué. Par exemple ? Sur un symbole comme que choisir qui représente la Belgique, eh bien ça c'est moins facile. Un mannequin piece par exemple, est-ce qu'il faut le garder ou pas ? Est-ce qu'il est symbole de Bruxelles flamand, de la Belgique Voilà, ça c'est tout de suite un peu plus compliqué. Question d'un internaute, Laurent Delcominette de Liège. La Belgique francophone ne devrait-elle pas accepter une fois pour toutes de se rattacher à la France ? Après tout, le pays n'existe pas depuis longtemps et en 1830, la plupart des Belges rêvaient de devenir français. Les révolutionnaires chantaient d'ailleurs la Marseillaise. Oui. C'est vrai ça ? C'est vrai, ça n'est pas arrivé qu'une seule fois. En 1830, le Congrès choisit comme premier roi des Belges le fils du roi des Français de l'époque, Louis-Philippe. C'est l'Angleterre qui ne voudra pas pour assurer la neutralité belge. En 1945, il y a un congrès, une assemblée wallonne qui va voter le rattachement à la France, puis par choix rationnel, le fédéralisme. Et donc ce ne serait pas une nouveauté, mais je ne pense pas que ce serait dans l'intérêt des Wallons ou des Bruxellois que d'être intégrés dans un pays aussi centralisé que la France. Ce qu'on appelle le rattachisme, c'est un mouvement tout à fait anecdotique en Belgique. Les rattachistes ne seront pas contents de ce qualificatif. Oui, aujourd'hui, ils ne représentent pas grand-chose en termes de proportion et d'intérêt dans la population francophone. Ça, c'est évident. Oui, c'est tout à fait anecdotique. Alors, on parlait tout à l'heure d'un médiateur européen. Il faut dire aussi qu'en 1830, les Belges sont quand même allés à l'extérieur pour se trouver un roi. Tout à fait, oui, évidemment. Donc, c'est pas si con. Non, certainement pas, parce qu'ils avaient à ce moment-là besoin de l'approbation internationale, et le seul moyen d'avoir cette approbation, c'est d'avoir un roi de un, et deux, ce roi qui provenait de la cour d'Angleterre, qui est à ce moment-là la principale diplomatie du monde. Axel Tixon, merci d'être venu au Bar de l'Europe. Je vous invite à goûter ces frites belges, ni wallonnes, ni flamandes. Et je rappelle le titre de votre livre, L'histoire de la Belgique pour les nuls, avec des dessins de Pierre Kroll. Merci à vous. Avec plaisir, merci.